Je voudrais dire que, saluant l'auditoire, en présentiel et à distance, combien je suis heureux de me retrouver parmi vous. Ce colloque fondé sur la controverse, j'étais vraiment très très content d'y être invité et j'ai réfléchi à un sujet. Il fallait tout de même que je trouve un bon sujet. Ce sujet m'amuse beaucoup à l'avance et j'attends beaucoup de nos échanges et des interventions des collègues. Et j'espère que ça va saigner. Il me paraît utile d'inscrire les querelles entre écrivains dans le champ du discours polémique. Le terme français polémique, tout autant que le vocable espagnol polémica, venant du grec polémos qui signifie la guerre. Comme le rappelle à juste titre Shoshana Feldman, la polémique, donc je cite, en d'autres termes, n'est pas simplement une réfutation, c'est une déclaration de guerre. Entendons bien cette affirmation, il ne faut pas prendre à la légère cette métaphore de guerre. Si la plume est devenue une arme et si elle a remplacé l'épée, c'est qu'il ne s'agit dans la polémique de rien moins et rien d'autre que de tuer l'adversaire. Redoutable journaliste à la plume acérée, il se plaît d'ailleurs à parler de sa plume comme d'une arme chérie servant à déverser sa bile, dans justement un titre, je crois, très significatif qui est Bilis, il l'appelle Plumilla Querida. Luis Bonafou donc fut souvent inquiété à cause de ses articles polémiques. Donc, en fait, tels sont les termes de ce que Albert et Nicole appellent un pacte polémique conclu entre les deux auteurs qui ont coutume de débattre. Un pacte polémique, je cite, tacitement accepté, qui les lie à un système d'attente réciproque et qui encadre en une fiction réglée, l'échange des coups autant que le degré de leur violence. La polémique est une scène avec les masques et l'hypocrisie. On voit que finalement, on va vite oublier l'histoire des titres, en fait, critique et vérité, etc., c'est-à-dire l'histoire même de cette question d'intention d'auteur et tout ça. Et on va se focaliser sur les noms des personnes. Ça va devenir l'affrontement Bart-Picard. Et on va se rendre compte ainsi que finalement, l'importance que le nom propre acquiert dans le discours polémique va être une des caractéristiques qui nous permettent d'expliquer le basculement de la thèse que l'on défend vers la personne qui porte cette défense en quelque sorte. Et l'attaque va être, il y aura un glissement en fait, une défense d'une position à l'attaque d'une personne qui défend une position contraire et donc à un nom que l'on va finalement vilipender. Ces articles étaient donc majoritairement polémiques et lui valurent des plaintes et parfois des menaces qui le menaient aux tribunaux. Il adoptait des pseudonymes significatifs de quelqu'un aimant croiser le fer de la langue, bien sûr, tel Aramis. C'est l'un de ses pseudonymes. Alors, García Martín est ce qu'on pourrait appeler un polémiste en chef. Il martèle à longueur de pages et d'interviews ce penchant qui est le sien pour la controverse et il aime mettre en scène ses oppositions. Alors, je vous mets un petit florilège de quelques-unes de ses déclarations. Je ne vais lire que la première. Tengo fama de polemista, de agresivo, de malintencionado y quizá de enganada. Et je dois dire en guise de préambule que García Martín, non sans ironie, approuve sa présence à cette journée d'études, puisque j'ai eu la surprise de voir il y a 3 semaines, et je ne suis pour rien en fait, qu'il a épinglé sur son compte Facebook, et je vais vous montrer ça, l'affiche de notre colloque, sur lequel en fait il dit qu'effectivement il a toute sa place, puisqu'il dit « encajo muy bien ». La haine fait partie intégrante de la condition d'homme de lettres. Es la premisa del ensayo, une histoire de haine d'écrivains que Anne Bockel y Etienne Kern dedicaron a la literatura del siglo XIX y el interés principal de la cuestión es llamar la atención sobre la realidad social de la vida literaria. Dicen, contrairement à l'image d'Épinal, l'écrivain ne se contente pas, reclus dans sa tour d'ivoire, de produire des chefs-d'œuvre qu'il jette ensuite dédaigneusement en pâture à la foule. Il est avant tout un homme de société. Je finirai à nouveau avec les mots provocateurs de Luis Bonafou, extrait du prologue écrit à Paris en octobre 1912, à son livre critique d'ailleurs sur la Bohème, Los Españoles en París, des mots qui dénotent sa lucidité, la lucidité de sa plume et de son propre personnage, se mettant en scène sur le terrain engagé de la polémique et de la dissension. Y cuando recuerdo al propio tiempo la hostilidad que inspiran mi nombre y mi obra, me siento terriblemente orgulloso de mí mismo. Soy bastante discreto para no apuntar la verdadera causa de esa malquerencia general, pero también soy bastante soberbio para holgarme de ello. No me indigno ni protesto, al contrario, como dije hace muchos años en mis mosquetazos, sin esos odios
que son mi mortaja, sentiría yo mucho frío en el corazón. Le prologue général que conçut Juan Manuel pour introduire le volume de ses œuvres complètes contient en particulier un exemple, un conte, qui exalte l'autorité, la paternité de l'auteur sur son œuvre. L'histoire en est simple, elle était aussi éminemment folklorique, réminiscence de la formule d'appel peintre-greffe du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, la formule d'appel, c'est « sutor ne supra crepidam », c'est-à-dire cordonnier, ne t'élève pas au-dessus de la question de la chaussure, de la sandale. Une phrase situationnelle qu'on trouve dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Pline écrit qu'un cordonnier, donc le sutor, s'était approché du peintre Apelle pour lui signaler une petite erreur sur le dessin de la sandale d'un des personnages. Et donc, évidemment, plein de respect pour Apelle avec tout de suite corrigé. Mais après, le cordonnier, il avait incité, oui, ben d'accord. Mais enfin, d'un côté, je trouve que les nuages ne sont pas très, très bien. Et alors, à ce moment-là, Apelle dit, le cordonnier, ne t'élève pas au-dessus de la question de la chaussure. Alors, Juan Ruiz laisse la postérité, au contraire de Juan Manuel, libre d'interpréter et de transformer. Un petit peu de... Alors, quel est le loge à conseiller? Je fais référence à la strophe de Juan Ruiz. Cualquier hombre que lo haya, il s'agit d'une balle, mais aussi du texte. Cualquier hombre que lo haya, si bien trobar sopiere, mas a añadir y enmendar si quisiere. Ande de mano en mano a quien quiera que el pidiere, como pella a las dueñas, tómelo quien pudiere. Comme une balle pour les dames qui jouent à la balle, que chacun le prenne mon texte et en fasse ce qu'il veut. Celui qui entend ce texte, qu'il le corrige, l'enrichisse comme il veut. Le destin d'un texte est d'évoluer, de s'enrichir des variantes. Alors, ça aurait fait donner de l'urticaire à Juan Manuel, qui ne voulait pas de ça. L'opération de communication est assimilée par Juan Ruiz donc à un jeu de Peya. Dans les travaux qu'elle a menés sur cette question, Isabelle Pantin nous fait remarquer que l'antique disputatio était devenu une sorte de combat de coq honteusement intégré dans les activités académiques. Donc, c'est ce que montre la littérature sur la question à cette époque. Elle parle aussi de hurlements, d'injures, de coups, etc. Donc, on est dans une toute autre dynamique. Donc là, on se dirige déjà vers quelque chose de plus musclé. Porque a través de la expresión ejército literario empleada por Félix Lorenzo en 1929 en un artículo que más adelante mencionaré, quiero mostrar por un lado el alto grado de politización y tensiones en la vida literaria y que por otro lado se traduce en conflictos entre escritores que en otro tiempo eran afines. Entramos pues en materia y en improperios. La mayoría de sus artículos de estos años que mencionan el ultraísmo no se caracterizan por referencias neutrales u opiniones ligeramente positivas, sino por juicios rotundamente adversos. Con respecto a Guillén, Cancinos señala que él, en compañía de los otros miembros del llamado Grupo del 27, y cito, montan en el autobús ultraísta ya en marcha, cuando éste ha recorrido el trozo más peligroso y pintoresco de su itinerario y gastado lo mejor de su esencia. Mientras que lamenta el retorno al orden, representado por el grupo de Gerardo Diego. Aquel autobús descarriado buscaba rutas conocidas y se orientaba hacia los garajes, más bien cocherones, de la tradición. Pasamos rápidamente al segundo asalto. Engendraron una poesía híbrida, balbuciente, de fórmulas convenidas y rituales, lo que le conduce a una conclusión bastante desconsoladora. Cuando se haga con el necesario despacio el examen de la producción poética de los años ultraístas, se verá que la gran mayoría de los libros no pasan de ser repertorios de extravagancias en que unos cuantos tópicos pasan y vuelven a pasar cogidos de la mano. Lo interesante es que el propio Ramón tenía plena conciencia de ello,
pues incluía en su primera autobiografía de 1924 una fotografía suya, otra más, delante de un espejo curvo con la siguiente leyenda: yo en el espejo de la monstruosidad, el espejo en que me contemplo como a través de mis críticos adversos. Les détracteurs que Trappiello nomme dans le prologue de son livre comme anticipant les coups à venir los descontentadizos. Pero no todo es pesimismo y negatividad. La empresa del circo americano no se conforma con llevar a la pista ciclistas estupendos, leones feroces, elefantes enormes, tigres aterradores y papagayos amaestrados, sino que es capaz de ofrecer al público escritores en libertad como Ramón Gómez de la Serna. En resumen, vemos que estamos ante una lucha por ocupar espacios, por la hegemonía periodístico-cultural en un campo littéraire en rápido et intenso proceso de división. C'est que la discorde qui, au plan étymologique, vient de dis, qui est en désaccord de quoi on l'a vu, suppose une rupture, une séparation qui fait, pour reprendre une heureuse expression de Balzac, que l'on se passe facilement ensuite la plume en travers du corps. Les écrivains qui se querellent entre eux ont souvent été les meilleurs amis du monde. Ils ont vécu parfois longtemps dans la concorde avant de se passer en travers du corps la plume de la discorde. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup. Ça m'a semblé particulièrement cohérent parce qu'après une réflexion un peu plus holistique ce matin en début de matinée, nous avons pu observer à la loupe les stratégies discursives d'une polémique, puis deux figures de polémistes et leurs phrases. Mil gracias a todos los y las que habéis podido acudir hasta París, a los y las que os habéis conectado desde varios países, incluso varios continentes, y continuará, como en los mejores folletines, continuará por escrito.